Donc ouais, je vais vous parler de cette pratique, donc de l'association du colza des légumineuses gélives qui commence à avoir fait son bout de chemin parce que ça fait une petite dizaine d'années, je dirais, que Terre Innovia travaille sur le sujet. Alors là, pour le coup, on est en plein dans le sujet de la matinée, hein, dans un couvert multiservice hein, dont on attend beaucoup de bénéfices pour le colza. Alors, je vais évoquer ces bénéfices et en quelques minutes un peu plus développer ce que cette pratique peut apporter dans la lutte contre les insectes d'automne. Alors, je voulais commencer ma présentation tout simplement par une photo là, en plein écran pour évoquer que avant de se lancer hein, dans la pratique du colza associé, il faut se préparer. Il faut se préparer à ce que le colza change de look. Voilà, ça c'est une photo qui a été prise dans le Tarn-et-Garonne au mois de décembre, surtout dans notre sud-ouest où on sème le colza beaucoup au semoir monograine. Voilà, c'est une apparence dont on n'a pas l'habitude et voilà, il faut se dire que le colza va changer d'aspect et que c'est pas forcément un mal puisque en l'occurrence cette parcelle a fait un très bon résultat à la fin. Alors, je voulais aussi revenir sur les origines hein, de la pratique du colza associé. Donc, c'est une pratique qui a été testée et puis développée essentiellement dans le centre de la France, avec un colza dans ce secteur qui avait qui connaissait des rendements en stagnation ou même en régression. Et donc des facteurs limitants qui étaient bien identifiés aussi, hein, puisqu'on est dans ce secteur sur des systèmes avec des rotations plutôt courtes, du type colza, blé, orge, donc avec des sols qui avaient des problèmes de disponibilité d'azote, notamment à l'automne, des ravageurs aussi avec un impact de plus en plus important, et puis des adventices qui se sont bien sûr spécialisés et pour lesquels les solutions étaient de plus en plus complexes. Donc, des performances aléatoires et en même temps, on connaît les facteurs de réussite. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, j'ai une diapo qui est consacrée à cela. Des facteurs de réussite du colza qui sont l'implantation et une croissance continue à l'automne. Et c'est sur ce deuxième grand pilier de réussite du colza qu'on a voulu travailler et qu'est venue l'idée d'associer des légumineuses pour améliorer la fertilité des sols à l'automne, donc faire en sorte qu'il y ait plus d'azote disponible dans le sol à l'automne. Et puis, en testant, on s'est rendu compte que d'autres services, d'autres bénéfices pouvaient être attendus hein, en mettant en œuvre cette pratique de l'association de légumineuses au colza. Alors le principe, il est assez simple hein, à décrire. On a un semis concomitant du colza avec la légumineuse compagne. Donc là, sur le schéma, on a fait le schéma avec la févrole, parce que c'est vrai que la févrole a été l'espèce travaillée en premier lieu, hein, parce que c'est une espèce qu'on connaît bien, qui est rustique, qu'on sait facilement implanter, qui est facile à détruire aussi. Donc naturellement, les travaux se sont plutôt orienté avec l'association de colza avec de la févrole. Et donc le principe, c'est que le colza va atteindre sa phase de croissance active à 4 feuilles avant la févrole. Et donc la févrole ne va pas entrer en concurrence avec le colza. Ensuite, à l'automne, les deux espèces se développent. Et puis, sur le schéma, hein, vous voyez que l'idée, c'est d'amener une févrole la plus développée possible à l'entrée de l'hiver pour que elle soit dégradée, détruite par l'action du gel à l'hiver. Et ensuite, le colza poursuit son cycle. Alors, juste, j'ai un tout petit problème d'affichage, je ne vois pas l'intégralité de mon écran. Je vais essayer juste de résoudre ça parce que ça me gêne un petit peu. Je suis désolé. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça. Alors, je ne peux plus passer les diapos, mais ça va aller. Désolé. Hein. Ça va, Mathieu?
Ouais, je n'arrive plus à passer mes diapos, mais et puis j'ai en fait la fenêtre de GoToWebinar qui est en plein milieu de ma diapo, mais je suis en train d'essayer de trouver une solution. Alors, attends, je vais juste relancer mon diaporama parce que mon diaporama est bloqué. Désolé C'est pour pas ce petit. grave. Enfin, ouais, sors du diaporama et relance. Tu sais, des fois, il y a des petits bugs en appuyant sur Ouais, échappe. ouais. Là, il n'y a plus rien qui Bon. répondait. Ça y est, c'est bon, ça répond. Enfin, en tout cas, Ouais, ouais, d'accord. Alors, tac. Bon, allez, c'est il pas faut que grave. tu rééchanges les deux écrans après, avant de continuer. Ouais, Nickel. j'espère tenir cette fois-ci. Donc là, normalement, on est sur la diapo 4. C'est ça, tu me confirmes, Marie? Oui, c'est bon, on est sur la bonne. Allez, désolé pour ce petit contretemps. Donc voilà, donc je reprends le fil. Donc bien sûr, hein, par rapport à cette pratique, il est important d'avoir conscience que ben, on a des contraintes. Hein. Tout à l'heure, je disais que euh, sur le plan technique, il n'y a pas de problématique majeure. Par contre, voilà, il faut avoir en tête qu'il y a des choses quand même qui vont changer quand on souhaite associer des légumineuses au colza. Bon, bien sûr, on peut citer en premier lieu le coût supplémentaire engendré par l'achat des graines de légumineuses. On peut évoquer aussi la nécessité d'adapter un petit peu son itinéraire technique. Donc, je citerai le désherbage, bien évidemment, avec pour le colza des herbicides qui vont détruire les légumineuses. Donc, il faut adapter le programme de désherbage pour que les légumineuses puissent accomplir ce qu'on attend d'elles, leur rôle, leur service. Un troisième point à avoir en tête, c'est des contraintes supplémentaires au semis. Donc là, je l'évoquais aussi rapidement tout à l'heure, ça dépend beaucoup du matériel qui est détenu par l'agriculteur, du type de graines aussi qu'on veut semer, mais en tout cas, voilà, le semis va être un petit peu modifié. Hein, il faut mettre en place 2 espèces en même temps. Et puis, c'est une pratique aussi qui présente des résultats variables en fonction du milieu. Alors, pour le dire très rapidement, sur des sols ne présentant pas de problématiques de fertilité, de minéralisation d'azote, notamment à l'automne, c'est une pratique dont les bénéfices voilà, ne vont pas être nets. Alors, à l'inverse, donc, on a de nombreuses études maintenant qui ont été menées par Terre Innovia. Donc, bien sûr, j'en évoquerai plusieurs là, dans les prochaines diapos. Et ces études nous ont permis de démontrer l'ensemble des services, des bénéfices que peuvent apporter les légumineuses au colza. Donc, sur la limitation des effets négatifs de l'hydromorphie et limitation aussi du phénomène de battance. Donc la contribution à limiter les dégâts d'insectes, je vais insister un peu plus là-dessus tout à l'heure. L'amélioration de la nutrition azotée du colza aussi, on a eu des résultats assez intéressants sur ce plan-là. Et puis aussi un colza associé est plus concurrentiel des adventices. Et alors tout ça, ça fait un programme assez réjouissant. Et donc, bon, au-delà de citer tous ces bénéfices, je pense qu'il convient de les démontrer aussi. Et c'est ce que je vais m'attacher à faire maintenant. Mais avant tout, avant d'aller plus loin, je me permets, pareil, en quelques mots, et je trouvais que c'était vraiment important de rappeler ce message ce matin, d'évoquer que pour réussir le colza, il y a vraiment 2 fondamentaux. D'un côté, la réussite de l'implantation. Donc, on a publié il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant chez Terre Innovia, donc un guide, implantation. Je vous invite à le consulter. On a pas mal de conseils, d'éléments pour faciliter, pour réussir vraiment l'implantation du colza. Et puis l'autre pilier, l'autre jambe, je dirais, de la réussite du colza, c'est la croissance automnale. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture d'alimentation azotée pour le colza à l'automne et que celui-ci puisse pousser sans s'arrêter donc sur cette période qui est cruciale. Et on sait qu'un colza qui n'a pas d'arrêt de croissance à l'automne va être moins vulnérable notamment aux dégâts d'insectes. Alors, pour prouver ça, j'aurais pu vous mettre plusieurs graphiques, plusieurs résultats d'essais, mais j'ai voulu l'illustrer par des photos. Alors, deux photos, des photos qui sont prises bien sûr, qui montrent les mêmes parcelles, 2 parcelles adjacentes, prises au mois d'octobre et au mois de novembre. Alors, la parcelle de gauche, on a une parcelle qui a un historique
prairie, hein, donc une prairie qui a été labourée sur un labour un peu tardif, donc qui n'a pas permis de faire une préparation dans les temps, on va dire, du colza, avec un semis plutôt tardif en septembre, après les pluies en tout cas. Et ce qu'on diagnostique sur cette parcelle, ben, c'est des gros problèmes d'implantation. On le voit très bien sur la première photo, avec une levée médiocre et puis des dégâts d'insectes. Et par contre, du fait d'avoir une prairie comme précédent, on a un rattrapage qui s'est effectué donc sur les mois d'octobre et novembre, avec le colza qui a trouvé l'azote et qui a pu avoir une croissance dynamique. Et donc, on a bien un rattrapage qui est lié à la fertilité sur cette parcelle. Parcelle de droite. Donc là, on est dans un autre historique hein, de parcelles, avec une parcelle qui est menée dans une rotation, on va dire, caractéristique du Berry ou de Lyon, hein, dans le département dans lequel ces photos ont été prises. Donc rotation de type colza blé-orge, sans légumineuse dans la rotation, sans apport de matière organique. Et là, on a eu une préparation avec un travail du sol réduit, juste le nécessaire pour préparer le colza dans des bonnes conditions. Et puis un semis qui s'est fait au mois d'août avant les pluies. Donc là, le diagnostic, c'est l'inverse hein, du précédent, c'est-à-dire l'implantation est réussie, on le voit très bien hein, sur la première photo. Et par contre, à l'automne, un sol avec un problème de fertilité, hein, une rupture d'alimentation d'azote, et donc un colza qui s'arrête de croître, et les problèmes donc, qui surviennent par rapport aux insectes. Alors, tout ça pour dire hein, que bon, ces deux piliers, bien sûr, sont indispensables, et que, bon, désolé hein, si je casse un peu le mythe du colza associé, mais en tout cas, les légumineuses, l'association de légumineuses ne va pas rattraper une implantation ratée. Voilà, vraiment l'implantation, c'est un sujet à part entière. L'association ne va pas rattraper une implantation ratée. Par contre, on va pouvoir agir sur le deuxième pilier, sur la croissance automnale grâce à l'association avec des légumineuses. Alors, je vais balayer maintenant les services rendus hein, par les plants de campagne. Alors, très rapidement et en une diapo, vous dire hein, que l'association de légumineuses peut avoir un effet positif contre les adventices. Alors, on a comment dire, un niveau de biomasse hein, qui ressort à l'entrée de l'hiver. Donc, en colza, vous savez hein, que l'état du colza, la biomasse atteinte à l'entrée d'hiver est un élément clé, une étape très importante. Et donc, on a remarqué dans nos essais qu'au-delà d'une biomasse à l'entrée d'hiver de 1,5 kg, de 1500 grammes de biomasse fraîche par mètre carré, eh bien, on a un impact très favorable sur les adventices. Donc là, c'est quelque chose, c'est une concurrence très directe, hein, puisque la place prise par le colza et les plantes de campagne fait que il y a moins de lumière, moins d'eau, moins de minéraux pour les adventices. Donc c'est important, on a bien un impact sur la croissance des adventices et non sur le nombre d'adventices levés. Alors pour l'illustrer, je vous montre ce graphique hein, qui résume des observations réalisées dans plusieurs parcelles du Berry, dans le réseau, ce qu'on appelle nous le réseau Berry, qui met en lien donc en abscisse la biomasse du colza à l'entrée de l'hiver en kilos de biomasse fraîche par mètre carré, et en ordonnée le pourcentage de sol couvert par les adventices à cette même époque. Et on voit très très bien hein, qu'au-delà d'1,5 kg, on a de très faibles cas de figure où les adventices couvrent plus de 20% de la surface du sol. Alors, un élément quand même pour préciser hein, que toutes les espèces de légumineuses ne sont pas aussi efficaces dans cette lutte contre les adventices. On a des espèces comme la lentille avec son port étalé ou d'autres espèces qui ont une croissance automnale forte qui vont être beaucoup plus efficaces, on va dire. Et puis la févrole hein, avec son port érigé et puis finalement le fait qu'elle couvre assez peu le sol, qu'elle occupe assez peu l'espace, sera plutôt en bas de liste. Alors, je me devais également ce matin d'évoquer ce que les plantes légumineuses compagnes changent en termes de nutrition azotée du colza. Alors là, il y a plusieurs choses hein, qu'on a observées dans nos essais. Alors, je vais essayer d'être clair là-dessus. Donc, tout d'abord, le premier point, c'est que, alors, on a fait beaucoup d'observations. Je parlais du réseau Berry tout à l'heure sur des parcelles couples, c'est-à-dire sur une même parcelle, on avait
le colza seul et le colza associé à des légumineuses. Toutes choses égales par ailleurs, voilà, on avait une comparaison très précise entre ce que pouvait donner un colza seul et le colza associé à des légumineuses. Et donc, ce qu'on observe généralement, c'est que la biomasse du colza, donc là, on parle vraiment du colza à part entière, la biomasse du colza est légèrement réduite pour les colzas associés. C'est-à-dire qu'un colza associé, le colza en lui-même, va produire un peu moins de biomasse que le colza seul. Par contre, le colza associé aura toujours une teneur en azote meilleure que le colza seul. Et ça, c'est très important parce que une plante, un colza qui a une bonne teneur en azote sera bien sûr moins susceptible de connaître une fin d'azote à l'automne et surtout aura un meilleur redémarrage de végétation à la sortie de l'hiver. Donc ça, c'est vraiment un point très intéressant. Et ce qu'on a observé aussi dans nos essais, c'est qu'un colza associé avait un bonus d'absorption d'azote d'une trentaine d'unités au printemps. Donc voilà, je vous montre ce graphique qui résume bien des manipulations, bien des essais, bien des observations, puisque c'est un peu le résumé d'une thèse qui a été menée entre 2012 et 2014. Donc l'effet des plants de campagne sur la nutrition azotée du colza. Vous voyez en abscisse ici les différentes espèces qui ont été testées et en ordonnée donc le bonus d'azote, toujours pareil, d'un colza associé versus un colza seul. Et on voit que quelles que soient les espèces, on a une moyenne qui se détache là de 30 unités, un forfait de 30 unités, on peut dire, apporté par l'association de légumineuses. Alors, entre parenthèses, c'est pour ça qu'on a dans notre réglette azote retenu un forfait de 30 unités dès lors qu'on associe le colza comme apport d'azote grâce à l'association. Et puis, alors, ce qui a été vraiment intéressant, c'est de voir l'origine de cet azote. C'est certes la minéralisation. Vous avez en bleu la minéralisation due au couvert. Donc, le couvert se développe à l'automne, se dégrade pendant l'hiver et ensuite va relarguer un petit peu d'azote que le colza va utiliser. Mais c'est surtout, je dirais, un effet indirect lié à une augmentation de l'efficience d'utilisation de l'azote. C'est-à-dire que le colza, à l'automne, va être capable de mieux aller chercher l'azote dans le sol. Et ça, c'est une observation vraiment surprenante au départ, mais intéressante. Donc, il se passe quelque chose au niveau racinaire qui fait que le colza va aller mieux chercher l'azote dans le sol. J'en arrive aux insectes. Alors, très rapidement, quand on parle des insectes d'automne, donc il y a deux ennemis majeurs qui nous embêtent beaucoup en colza. Ce sont les grosses altises et les charançons du bourgeon terminal. Alors, vous savez que les grosses altises, elles ont des dégâts directs. Elles mangent le colza. Alors, le colza, jusqu'au stade 4 feuilles, il est très vulnérable, très sensible. Et donc, la grosse altise fait des prises alimentaires qui peuvent être fatales, on va dire, aux jeunes pieds de colza. Et puis, alors, la grosse altise, c'est l'effet double lame, parce que une fois qu'elle a pondu ses œufs, les larves vont rentrer dans les plantes. Et si la larve atteint le cœur de la plante, eh bien, on obtient ce que vous voyez en bas, là, à gauche, des pores buissonnants, c'est-à-dire que la plante n'a plus sa tige principale, elle n'a que des tiges secondaires, et puis elle prend du retard, elle perd du potentiel, bien entendu, donc c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc ça, c'est le premier ennemi. Et le deuxième ennemi, c'est le charançon du bourgeon terminal. Donc lui, l'adulte ne fait pas de dégâts sur le colza. Par contre, c'est bien la forme larvaire, là aussi, qui rentre dans les plantes et qui va produire ces formes buissonnantes qui font perdre du potentiel au colza. Alors qu'on soit bien d'accord, les plantes compagnes, les légumineuses associées au colza vont avoir une action sur les formes larvaires, sur les larves des grosses altises et les larves des charançons du bourgeon terminal. Pour les adultes de grosses altises, alors il y a d'autres leviers. Là, ça va se jouer plus sur le côté implantation du colza, mais il y a quand même d'autres leviers agronomiques qui sont mobilisables. Alors, ce qui embête les insectes, ce qui les empêche de s'exprimer, on va dire, c'est d'avoir, comme j'évoquais tout à l'heure, un colza qui est poussant à l'automne. Alors, un colza qui ne s'arrête pas de pousser, qui atteint un certain niveau de biomasse, est moins impacté par les larves. Alors, la preuve avec ce graphique, où on va retrouver ce niveau de 1,5 kg de biomasse, au-delà duquel, donc là, c'est bien la biomasse atteinte par le colza et les plantes compagnes, au-delà duquel, on a, ici vous avez en ordonnée le pourcentage de plantes buissonnantes à la floraison.
eh bien, vous voyez hein, que ce pourcentage ne dépasse pas les 20%. Quand à l'entrée de l'hiver, on a un colza qui fait plus d'1,5 kg de biomasse fraîche par mètre carré. J'attire votre attention sur ces points un petit peu mauve là, marron, qui donc donne les résultats du colza associés à d'autres plantes compagnes que les légumineuses. Et on voit que l'effet contre les insectes n'est moins garanti, n'est plus garanti, on va dire, dès lors qu'on n'a pas de légumineuses associées, mais d'autres types de plantes. Alors, j'avance un petit peu parce que le chrono tourne malheureusement. On a été très étonné hein, aussi de se rendre compte que c'est bien le nombre de larves hein, par plante qui est en jeu. Le nombre de larves d'altise par plante est réduit avec un couvert. Et on s'est rendu compte aussi dans nos essais que dès lors que le couvert dépasse les 200 grammes de biomasse fraîche par mètre carré, toujours pareil à l'entrée de l'hiver, eh bien, on a un effet. Et à l'inverse, comme c'est indiqué sur la diapo, un couvert qui n'atteint pas cette biomasse ne garantit pas d'avoir un effet. Alors, deux graphes pour illustrer ces deux affirmations. Donc, tout d'abord, le nombre de larves par plante. On est toujours sur nos parcelles couples avec comparaison colza seul et colza associé. Et on voit hein, que sans couvert en abscisse, on a toujours plus de larves d'altise par plante qu'avec couvert. Donc, par exemple, si je vous montre ce point-là, donc c'est une observation sur une parcelle couple, on avait dans le colza sans couvert une quinzaine de larves dans la plante, alors que avec couvert, on avait moins de 10 larves. Et comme je vous disais, hein, de nombreux essais hein, qui ont été compilés sur ce graphique montrent qu'un couvert qui n'atteint pas 200 grammes de biomasse fraîche par mètre carré ne garantit pas un effet contre les insectes, contre les larves, alors qu'à chaque fois, on a moins de larves quand on dépasse 200 grammes de biomasse fraîche. Alors, face aux insectes, hein, donc l'association, je viens de le montrer, présente un réel intérêt, mais ce n'est pas le seul levier, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et donc, on a de nombreux essais là aussi qui montrent que c'est bien, il faut vraiment viser un cumul des leviers agronomiques, hein, surtout dans les régions comme le centre de la France ou la Bourgogne, qui sont très impactés par les dégâts d'insectes. Mais voilà, ici pour l'instant, on arrive à gérer plus ou moins, mais il faut être très vigilant et on a vraiment tout intérêt à cumuler ces leviers agronomiques pour donner plus de chance au colza de bien se comporter face aux assauts des insectes, hein, tout simplement. Donc là, vous avez un graphique qui en ordonnée, là, vous avez le rendement du colza aux normes. Donc, c'est une compilation, pareil, de plusieurs essais menés en 2017 et 2018. Vous avez le rendement du colza en fonction de plusieurs modalités qui ont été comparées. Donc, pour décrypter un petit peu, donc bien sûr, le co, là, c'est le colza seul. Avec le grand F, c'est le colza fertilisé au semis. Colza féverol, donc associé à des féveroles. Et puis, on avait le témoin colza traité. Et on voit très bien sur ce graphique hein, que quand on associe les leviers, c'est la 4e barre ici, là, quand on associe les leviers, donc quand on fait du colza associé et qu'on fait de la fertilisation au semis, on a une amélioration très nette, hein, statistiquement en tout cas par rapport au colza seul, et quelque chose qui se rapproche d'une modalité colza traité. Donc c'est tout à fait ce qui est indiqué dans ce texte. Alors je voulais terminer ma présentation en mentionnant donc les travaux qui sont menés dans le cadre d'un groupe technique. Donc le groupe technique, vous avez l'acronyme là, CASO, hein, pour colza associé Sud-Ouest. Un groupe qui a été créé à l'initiative de Terre Innovia il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et auquel 11 structures contribuent désormais. Vous avez la liste sur cette diapo. Ce n'est pas du tout un groupe fermé, hein, c'est un groupe ouvert, et d'ailleurs je fais un appel aux structures qui sont intéressées hein, de me contacter, de nous contacter si jamais vous souhaitez nous rejoindre. Alors là, l'idée, hein, c'est que ce sujet du colza associé, je pense, intéresse pas mal de structures. Donc, ce qu'on a souhaité, c'est de se mettre autour d'une table, hein, d'unir un peu nos matières grises, nos efforts un petit peu d'observation, de R&D pour le bien des agriculteurs du Sud-Ouest, pour acquérir ensemble des connaissances opérationnelles et surtout adaptées au contexte sud, parce que vous avez vu hein, tous les résultats que je vous ai montrés, la grande majorité
ont été acquis dans le centre de la France. Et là, bon, on voulait se faire finalement notre propre expérience dans le sud. Et donc, on travaille ensemble là en s'appuyant sur un réseau de parcelles qui sont suivis par les partenaires. Et de ce réseau devraient émaner des livrables qu'on souhaite bien sûr communs à toutes ces structures. Et donc, on aura des fiches qui décriront les itinéraires des agriculteurs. On aura des synthèses, des pratiques aussi des agriculteurs. Donc, j'espère que tout ça, ça pourra aboutir, que ça pourra être publié dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et aussi, ce groupe permet de travailler sur des thématiques d'intérêt, comme tout à l'heure, je vous disais que l'association de légumineuses a une action contre les formes larvaires de nos ennemis insectes là. Eh bien, dans le groupe, on aimerait voir si, en faisant évoluer un petit peu, notamment la mise en place des couverts, on pourrait aussi avoir une efficacité de certains couverts sur des formes, sur la forme adulte, notamment de la grosse altise. Voilà, donc c'est des sujets qu'on travaille ensemble dans ce groupe technique. Pour finir, donc voilà, vous avez un guide technique qui a été publié. Bon, il date un petit peu maintenant. Il a été publié en 2016, si je me trompe pas. Il y a une mise à jour là qui est prévue dans l'année et demie qui suit. Mais en tout cas, vous pouvez le télécharger. Vous trouverez pas mal d'informations techniques. Vous pouvez le télécharger donc gratuitement sur le site Terre Innovia. Vous avez le lien sur le diaporama et puis vous avez peut-être aussi le lien qui a été envoyé dans le chat. Le lien est dans le chat aussi, ouais, effectivement. Donc, voilà, pour votre attention. Merci beaucoup Mathieu pour ta présentation. Donc il y a eu quelques questions qui ont été posées. Donc je vous propose de passer le témoignage de l'agriculteur sur cette thématique. Je suis exploitant à Sainte-Suzanne dans l'Ariège. Je suis en GAEC avec ma sœur sur une superficie de 130 hectares en polyculture élevage et culture de semences. Donc on a un troupeau de vaches allaitantes de 40 mères. C'est plus la partie de ma sœur. Et après en céréales, donc il y a autour de 150 hectares avec une trentaine d'hectares de maïs semences, du colza semences sur à peu près 10 hectares et du soja semences également. Voilà, donc on irrigue une soixantaine d'hectares et on a également 30 hectares en agriculture biologique. L'objectif premier qui nous a fait rentrer dans cette démarche, ça a été d'essayer de contrer les attaques d'insectes. Alors le colza associé sur exploitation est venu dans le cheminement de notre philosophie qui est quand même sur la limitation des usages phyto. Et du coup, on s'est penché sur la question, notamment par rapport aux attaques d'altis sur le colza. Pour la mise en œuvre, ça fait 4 ans qu'on fait cette technique-là. On a commencé la première année par semer les féveroles 8-10 jours avant le colza, où là donc on n'avait fait qu'une partie. On avait fait la moitié d'une parcelle, ça avait été suivi pour voir à peu près un peu les effets du couvert. Donc le couvert du coup c'est uniquement de la féverole. Pour l'instant on est resté là-dessus, c'est du colza semence, donc j'ai eu peur certaines espèces pour la destruction chimiquement des fois que ça soit un peu compliqué. La deuxième année, on l'a fait, on a semé en 2 fois. J'ai semé les féveroles et le lendemain j'ai semé le colza. Donc j'ai semé avec un semoir semi-direct, mais c'était sur du travaillé quoi. Et la troisième année, on a fait pareil, semis des féveroles et dans la foulée le reste. Et cette année, on a fait un peu différemment, mais c'est quand même dans la période c'est quand même juste avant le semis du colza. Et là, on a épandu les féveroles à la volée qu'on a recouvert avec la dernière préparation. Cette année, elle a été semée un peu plus dense. On était autour de 80 kg hectare, vu que c'était à la volée, il y a un peu plus de pertes. Enfin, là encore, on en voit un peu sur le sol qui n'ont pas été enfouis. Et les autres années, j'étais autour de 60 kg par hectare. Et de semer les féveroles à la volée, de les pendre avec la dernière préparation, c'est vrai que c'est certainement la plus économe
financièrement, mais après, par rapport au colza, c'est vrai que le semis-colza était suivi d'une irrigation pour assurer la levée. Alors que normalement, c'est vrai que j'ai pour habitude quand même de préparer les colzas un peu plus tôt. C'est l'année qui était vraiment sèche, qui a fait qu'on n'a pas terminé notre préparation à bonne heure. Mais la première année, honnêtement, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal de semer les féveroles quelques temps avant parce que elles mettent quand même du temps à s'implanter. Si le colza arrive vite, les féveroles sont quand même pas très développés et du coup, je trouve que la barrière par rapport aux insectes est un peu plus limitée. Alors, il est atteint, oui et non. Il est atteint en partie. Alors, il ne faut pas croire que ça fait du 100%. Une année comme l'an dernier où il y a eu de très très fortes attaques d'altis, c'est quand même compliqué. Il faut quand même faire un passage avec la chimie. Et la première année, partout où il y avait des féveroles, les dégâts d'altis étaient quand même beaucoup moins importants. Par rapport à ce qui est restitution d'azote et après, c'est vrai que la féverole aussi amène un système racinaire complémentaire à celui du colza. Donc a priori c'est bénéfique. Alors vous dire le quantifier c'est compliqué, mais en termes de fertilité aussi, c'est vrai que les nodosités sur les pieds de féverole y sont. Donc on peut estimer quand même qu'il y a un effet un peu boostant sur le colza en reprise de végétation. Le fait de mettre une plante compagne avec le colza est quand même bénéfique pour la culture de colza et du coup je souhaite quand même continuer et peut-être à compléter avec d'autres plantes que la féverole. Après voilà, on est quand même aussi sur du colza semence. Donc on essaye de limiter les risques aussi, ça fait toujours un peu peur, les semenciers sont pas forcément très chauds, surtout la première année. Aujourd'hui ils s'intéressent plus fortement à la technique et sont beaucoup moins inquiets vu que cette technique-là se développe un petit peu. Oui, du coup c'est vrai que pour les années à venir, j'aimerais peut-être ajouter à la féverole une autre plante compagne, alors de la lentille peut-être ou du sarrasin, à réfléchir pour essayer quand même d'arriver à avoir quelque chose d'un peu plus dense et qui arrive à perturber un peu plus les insectes tout en laissant quand même de la place au colza. Dans l'exploitation, on fait pas mal de couverts aussi bien d'hiver que d'été, mais je pense que même si on ne fait pas de couvert, on peut se lancer dans cette technique-là. Bon, comme je le disais tout à l'heure, ça demande 2 passages ou si jamais un passage à la volée. Voilà, c'est à la portée, je pense, de tout le monde et surtout sur des colzas classiques. Ça permet quand même peut-être d'économiser un passage d'insecticides et ça peut être bénéfique. Alors David Comène, j'y fais partie du réseau Défi Grande Culture de la Chambre. C'est un agriculteur chez qui on passe souvent justement pour faire des essais sur des colzas associés, des couverts végétaux, des traitements phytosanitaires. C'est quelqu'un qui est très présent dans le groupe. Alors que ce soit chez David ou chez d'autres agriculteurs qui font cette même technique. Donc l'an dernier, sur des pressions qui étaient assez fortes, sur toute la campagne du colza, on a fait uniquement 2 insecticides sur la parcelle. Voilà, des insecticides plutôt de printemps et des parcelles voisines qui étaient en colza simple, ils sont montés à 5 insecticides. Donc on voit qu'avec la technique du colza associé, on arrive quand même à réduire fortement la quantité de produits épandus à l'hectare. Les éléments clés, on va dire le semis de l'association qui soit le plus facile possible, donc un coup d'épandeur et un coup de préparation pour un agriculteur qui n'en fait pas, c'est juste un passage en plus. Les semis précoces sont très importants. On va dire que l'idéal serait même de semer dans les environs du 15 août pour avoir des colzas qui ont une vigueur de départ très importante. L'objectif étant qu'ils soient à 4 feuilles au 15 septembre pour que les altises soient moins présentes, soient présentes mais moins de dégâts sur le colza. Quand il y a de la chaleur et de l'humidité, le colza pousse très bien, les associations poussent très bien aussi, qui permettent de concurrencer les insectes.